La doyenne d'âge de Bamako se nomme Maïmouna Sangaré. Elle est âgée de 114 ans. Hier, elle a reçu la visite du président de la transition à son domicile à Nyomirambougou en commune 3. Une visite qui entre dans le cadre des activités de la célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen, est en visite au Mali. Il a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les deux personnalités ont évoqué la tenue très prochaine de la grande commission mixte nigéro-malienne ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun comme la crise sécuritaire. Des détails à suivre. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Nous sommes au mois d'octobre et c'est le mois dédié à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. C'est dans ce cadre que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est rendu hier après-midi chez la doyenne d'âge de Bamako à Nyomirambougou, en commune 3. Elle s'appelle Maïmouna Sangaré, âgée de 114 ans. Le président de la transition lui a offert 1 million de francs CFA, un bélier et d'autres cadeaux en nature. Un geste de solidarité qui rappelle nos valeurs sociétales. La doyenne, qui a remercié le président, a fait des bénédictions pour le Mali, nous dit notre reporter Sira Bachili. L'honneur de faire le bonheur des autres. Un mois d'activité au profit des couches défavorisées pour plus d'actions humanitaires. Et c'est le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui donne le ton. Visite de courtoisie et de rappel de nos valeurs sociétales chez la doyenne de Bamako. Elle se nomme Maïmouna Sangaré, domiciliée à Nyomirambougou en commune 3. À 114 ans, ce n'est plus la grande forme, mais la doyenne de Bamako tient le bon bout et garde encore sa lucidité. Ala ka ube sara ala ka na umalo ala ka na uda malo bagama ala ka mbela jigitigu ala ka na jigitigu da kelema ala ka ta ko jumandama na mita ala ka kuma nyumando anda kono ala ni chiba kama me odua ukwae ala ka ngisi sitan toroma ka ngisi furauna toroma. Mère de 11 enfants, dont 4 vivants, Maïmouna Sangaré a 13 petits-fils et plusieurs arrière-petits-fils. La ménagère a toujours exercé le petit commerce jusqu'à sa vieillesse. Elle est à sa 9e édition du mois de la solidarité. Le président de la transition lui a offert un bélier, une enveloppe d'1 million de francs CFA et plusieurs autres cadeaux en nature. Mawamada ko bibeke ala ka baraka do ala ya rabbi ala ka shi dale rema ala ka hina wala ala ka hina usula ala ka baraka do ashimuna ala ka baraka do ala ka kisi jugu masubama ala ka kisi fade jugu masubama ka kisi sigi jongo jugu masubama ala ni chiba kama makani madina baraka alkaba baraka ayen bunya ala ka bunya ayen karama ala ka karama asemu koita enula asemu koita danamo koita mama ko che be para nyonga asemu nyongotala nenula koita enula koita makalude danamo Pour cette 28e édition, le département en charge de la santé et du développement social et les différents partenaires ont choisi comme thème la solidarité au service de la paix et de la stabilité et du développement dans le Mali courroie. La visite aux personnes âgées a tout son sens. C'est une culture qui est là, qui est malienne, c'est-à-dire aider les personnes âgées, leur faire honneur pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour ce pays et les remercier de faire encore des bénédictions pour les pays, pour les enfants du pays et pour le Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de tous les Maliens, a donné l'exemple et a donné le ton. Donc on exhorte tous les Maliens à lui emboîter le pas pendant ce mois et à faire le même exercice. Un rappel donc de la conscience nationale, la nécessité pour chacun de se sentir concerné par le mieux-être de son prochain. Les populations des quartiers environnants de Nyomirambougou sont venues dire merci au président de la transition et lui ont notifié leur soutien face à la situation que traverse le pays.
Restons avec le président de la transition. Hier, le colonel Assimi Goïta a reçu le premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen. Il était porteur des messages du général Abdourahmane Tiani au colonel Assimi Goïta. Les deux personnalités ont évoqué la tenue très prochaine de la grande commission mixte nigéro-malienne ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun comme la crise sécuritaire. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre du Mali, de quelques membres du gouvernement malien et nigérien. Nous vous proposons d'écouter l'émissaire nigérien à sa sortie d'audience, des propos recueillis par notre reporter Mamari Koni. J'ai été porteur d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tiani. Et dès notre arrivée, j'ai été reçu par mon frère et ami Kokala Maïga, Premier ministre. Nous sommes allés directement travailler et revenir rendre compte au chef de l'État du contenu de ce travail. 3 points essentiels. Le premier, nous avons décidé très rapidement de mettre en route tout ce qui doit nous permettre de tenir la grande commission mixte nigéro-malienne de coopération. Le deuxième élément, nous avons partagé nos préoccupations communes qui sont liées au terrorisme qui, vous savez, affecte nos États, avec le soutien de qui vous savez. Là-dessus, nous avons partagé nos expériences, nos engagements et surtout notre détermination commune à faire face à cela. Et le troisième élément, comme vous le savez, il y a des questions d'ordre économique dans le cadre de l'alliance qui vient d'être décidée entre le Mali, le Niger et le Burkina, qui en réalité est là depuis plusieurs années. Et que là-dessus, nous allons donner une forme, en tout cas plus déterminée. Et c'est en cela que nous avons... Comment se porte aujourd'hui le Niger? Le Niger se porte pas mal. Le Niger fait face aux sanctions, comme vous le savez, illégales, illégitimes, inhumaines de la CEDEAO, qui est censée travailler à l'intégration de nos États, mais quand on voit certains agissements, ils tendent vers la désintégration de nos États. Et là-dessus, évidemment, les Nigériens sont déterminés, je vous dis bien, déterminés à y faire face. Et nous allons y parvenir, Inch'Allah. Et à présent, l'actualité des FAMA sur le théâtre des opérations. Hier, jeudi 5 octobre, les FAMA, dans leur progression, ont fait face à un rideau défensif des terroristes avec des tranchées à 10 km environ au sud de Anefis. Ce rideau défensif a été brisé au cours des opérations aéroterrestres avec la destruction de plusieurs pick-up et un bilan humain très important côté terroriste. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que les forces armées maliennes fidèles à leur mission régalienne mèneront à bien ce noble devoir de reprise de toutes les emprises, initialement aux mains des forces onusiennes. Conscientes de cette lourde et exaltante tâche, les FAMA ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la sécurité et de la paix tant recherchée par le peuple malien. Hier jeudi 5 octobre, le monde a célébré la journée mondiale des enseignants. Cette journée a pour but de sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. Focus sur 2 enseignants modèles, tous 2 à la retraite. Dramane Guindo et Fassiriman Bagayogo ont dédié leur vie à la transmission du savoir. Moussa Papa Idara et Toumani Diabaté sont allés à leur rencontre. Suivons. Pour ceux qui le connaissent, ils constateront quelques rides sur son visage, des cheveux blancs qui n'entament en rien sa rigueur et sa détermination. C'est bien M. Guindo, 75 ans. Son passage à l'école de la République du Mali marque encore les esprits. Seul son nom fait trembler ses anciens élèves. C'était bien évidemment en fait une terreur, une crainte effectivement d'être dans sa classe. M. Guindo, dans sa classe, le bonjour c'était des leçons. Chaque jour, effectivement, quand on faisait une nouvelle leçon, le lendemain, en fait, pour lui dire bonjour, il fallait réciter la leçon. Et quand vous dites M. Guindo, c'est la chair de poule. J'ai la chair de poule. Pour la petite histoire, quand on disait Guindo, nous, on souhaitait toujours, beaucoup de gens souhaitaient sa mort, et d'autres souhaitaient même leur propre mort, tellement qu'il était sévère. Mais avec le recul, on se rend compte que cette sévérité n'était autre que l'expression de l'amour qu'il portait envers les enfants, pour notre réussite, pour notre bonheur. Alors, mais un élève là, comment ça veut dire que tu peux me voir maintenant en ville
Et le matin, maintenant, tu viens, tu te prends devant moi, sans prendre ta leçon, mais tu ne viens pas. Tu dis, ah, j'ai vu M. Guindo hier. Moi, je ne peux pas manger ça, tu restes à la maison. Mais quand tu viens, je te trouve. Et si tu n'arrives pas maintenant à répondre, ah, là, moi, je tiens à faire avec moi. L'école de la République du Mali, vieille de 118 ans, est l'un des premiers établissements qui a vu passer plusieurs cadres de ce pays. C'est ici que M. Guindo nous amène afin de monter dans la machine à remonter le temps. Nous sommes en 1978. Ici maintenant, ma classe de 6e année, j'ai fait à peu près maintenant 15 ans, j'ai enseigné maintenant dans cette classe-là, de 6e année. À la retraite depuis 2008, oubliant qu'il n'est plus le maître des lieux, il enfile vite sa casquette d'enseignant. Multiplié par ouais, égal. Moi, un bon enseignant, c'est un enseignant qui est venu par conviction, qui est venu maintenant par vocation et qui suit exactement maintenant les règles maintenant pédagogiques. Voilà, il n'est pas venu maintenant pour l'argent, hein. Un enseignant n'est pas fait pour être riche. Justement, facilement Bagayogo, ce sexagénaire aussi à la retraite reste encore attaché à sa passion, l'enseignement. Le poids de l'âge ne l'empêche pas de faire la ronde dans son ancien établissement pour reprendre la craie. Un sentiment de satisfaction, sinon il y a longtemps que j'ai laissé la craie, depuis 2011. Mais néanmoins, on ne se sépare pas de l'habitude. Le matin, je quitte chez moi maintenant à 6h. À 6h, hein, je viens à l'école. Je dois même réveiller maintenant le gardien. Va ouvrir maintenant le portail, je rentre dans mon bureau. Et aussitôt maintenant, je viens préparer maintenant des leçons. C'est-à-dire, je vais préparer maintenant des leçons pour les élèves qui viennent maintenant à 7h. Voilà. Et on commence maintenant le cours. Ça, c'était ma vie. C'est à midi que moi je commence maintenant à donner mon maîtrise. Le sérieux et la discipline se conjuguaient avec tous les enseignants. Condition sine qua non pour être aussi un élève modèle. Il n'y a pas de retard. Quand tu viens à la porte fermée, non, il faut rester à la maison. Ça c'est fini. Tu ne peux plus venir. Voilà. Pour la petite histoire, les enfants maintenant du Sekouli sont venus à l'arrêt, ils ont trouvé que la porte fermée, sont retournés. Et ce sont chef de cabinet, s'il m'a connaît. J'ai venu maintenant avec eux. Dans la porte maintenant, moi je dis c'est qui. La soirée, je suis le chef de cabinet. Pour les enfants, le chef de cabinet. J'ai frappé maintenant un des enfants de Sekouli. Tu n'as pas vu de la porte fermée? Pour vous venez encore. C'est fini, monsieur le chef de cabinet là. C'est terminé, les arts là. Et bien, ils connaissent très bien. Ils n'ont qu'à retourner. Depuis qu'ils sont partis maintenant voir le ministre a tapé sur le chef de cabinet. Tout le monde est parti avec les enfants. Tu crois, M. Guindo, il a une discipline très rigoureuse. Quand il dit maintenant 7h, c'est 7h. Quand il est en retard, non, même si tu es le président, il ne trouve pas la classe. Donc, on ne pouvait pas fauter sans inconvénients. Mais actuellement, ce suivi n'est pas ça. Il n'y a plus de rigueur. Le taux de réussite des élèves dépend en grande partie aussi des cours dispensés. Un métier noble qui s'apparente aujourd'hui au commerce selon les dévanciers. On doit se lever un bon matin pour dire que je suis enseignant. Non, ça c'est pas possible. Yeah. Bon, et les femmes maintenant, elles ont toutes maintenant leur babéglage, leur gimbéré, etc. On fait maintenant le tour des classes. Et si jamais un élève ne paye pas à Turachou, et tant que maintenant ça sera fini, le cours ne commence pas. Même le directeur, il va. Non, mais c'est incroyable. Le métier d'enseignant bat de l'aile au Mali. Le coût de la vie prend le pas sur la profession et la vocation redouble de classe. Non, ce n'est plus une vocation. Ce n'est plus une vocation. Les enseignants même disent que le déplacement, quand je loge derrière le fleuve, s'il faut que je vienne ici, à la rive gauche, le problème se situe, le déplacement. Maintenant, ce n'est pas la vocation, hein. L'argent, on a mis l'argent en priorité. Le problème crucial, ce mois, c'est le manque d'enseignants. Je suis avec 6 classes et dans ces 6 classes, je n'ai que 3 enseignants. On faisait 3 mois sans salaire, mais n'empêche, on travaillait. J'ai même eu à Soumpi de confectionner des briques pour faire des tables bancs, afin d'occuper les enfants et les faire travailler. Mais actuellement, si les gens parlent d'arrêt de travail sans salaire, c'est le moment qu'il a voulu. Pas de retraite pour M. Guindo. Pour ne pas briser la glace de transmission du savoir, il s'est donné comme activité la formation des jeunes enseignants. Son credo, expliquer la méthodologie des matières aux instituteurs.
le suivi évaluation maintenant des maîtres. Voilà, pour voir maintenant si réellement ce que j'ai dit maintenant, si ça a été compris ou pas. J'apprends beaucoup de choses, surtout la pédagogie. Ça me permet de réussir le cours que je dispense aux enfants. Quotidiennement, il est avec nous pour nous prodiguer donc, de ces sages conseils. C'est un pilier de l'éducation. La profession doit être prise au sérieux pour l'amélioration du niveau des apprenants. Conviction de nos enseignants modèles. Il faut les sensibiliser et leur montrer, leur faire valoir la valeur de l'enseignant. Les enseignants sont à l'origine du succès de bon nombre de cadres. Mais hélas, ils sont le plus souvent dans l'oubliette. Ces gardiens du savoir ne doivent pas se sentir progressivement inutiles au point de se donner une mauvaise note sur leur carrière. Sur un tout autre plan, suite au communiqué du gouvernement relatif au report de l'élection présidentielle pour des raisons techniques, l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, a tenu un point de presse. Objectif donner non seulement sa position par rapport à cette décision du gouvernement, mais aussi d'apporter des éclaircissements sur certains points concernant l'EGE. Pour plus de précision, écoutons cette déclaration lue ici par le président de l'EGE, Maître Moustapha Cissé, au micro de Boubacar Bablin Touré et de Julie Traoré. Dûment informé du réaménagement par le gouvernement, du calendrier électoral et du report du scrutin présidentiel en particulier, l'autorité indépendante de gestion des élections profite du présent point de presse pour apporter certaines précisions en ce qui concerne le léger report de l'élection présidentielle. Du point de vue de l'EGE, le réaménagement du calendrier électoral, y compris le léger report du scrutin présidentiel, s'inscrit parfaitement dans les prérogatives légales des plus hautes autorités du pays, engagées dans un chronogramme global de réformes politiques et institutionnelles en vue du retour de notre pays à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. L'EGE rappelle ici que le calendrier électoral initial de la transition a précédé sa création. Qu'au regard de la loi électorale, l'EGE n'a pas de compétence générale à intervenir formellement dans la fixation de la date des élections. En ce qui concerne les contraintes techniques, celles relatives à la prise en compte des résultats de la révision annuelle des listes électorales dans le fichier électoral à partir de janvier 2024. Cette contrainte, bien sûr, interpelle directement l'EGE, qui en assure la pleine responsabilité. Conformément à la pratique en vigueur depuis 2002, avec l'informatisation des listes électorales, la clôture des opérations de révision annuelle des listes électorales le 31 décembre 2023 coïncide avec le début des opérations de mise à jour du fichier électoral par l'autorité indépendante de gestion des élections. L'EGE retient en définitive que le léger report de l'élection du président de la République doit être compris dans l'esprit d'une démarche commune avec le gouvernement, les partis politiques et la société civile d'imprimer au scrutin de fin de la transition le label d'élection transparente, crédible, inclusive et apaisée pour le bien de notre pays. L'EGE rassure l'opinion nationale et l'ensemble des acteurs du processus électoral de sa détermination à œuvrer en toute indépendance et en toute impartialité à la bonne tenue de toutes les élections à venir, dont celle spécifique de l'élection du président de la République. La formule nous est familière, mais peu d'entre nous respectent l'esprit de cet acte, pourtant hautement solennel et civique. Vous devinerez peut-être le deuil national, souvent décrété à la suite d'une catastrophe, d'une tragédie, d'un drame ou d'une grande perte à portée nationale, est respecté à géométrie variable, surtout par des médias. Des explications sur le concept du deuil national, c'est avec Soli Ibrahima Keïta dans sa chronique « Un jour, une formule ».
territoire national, vous avez dit. Eh bien, de façon à peine parsemée ou avec quelques inconditionnels en tout cas, selon les constats les plus optimistes. Beaucoup d'invités donc, quelques tondus. Cependant, pas n'importe quel tondu, il est vrai et fort heureusement, car l'ORTM qui couvre environ 80% démographiques et territoriaux du pays l'observe strictement. Qu'en est-il des autres obligés ou supposés tels? Le deuil national, période que la nation décrète pour la reconnaissance de tous les services rendus, le plus grand symbole de la nation, c'est le drapeau national. Et en cette circonstance, les couleurs nationales sont mises en berne. Même les médias, c'est-à-dire audiovisuels, observent les manifestations d'envergure prévues pendant la période sont annulées. Nous sommes un pays des radios de proximité et cette diversité fait que les initiatives deviennent individuelles. Contrairement à ce que peuvent penser certains, un média, bien qu'il soit privé, est investi d'une mission éminemment publique, j'allais dire de service public. À ce titre, pendant les périodes de deuil national, nous faisons appel à notre mission, à notre devoir de se positionner comme étant le creuset de l'unité nationale. C'est pourquoi, bien que notre statut soit privé, nous nous imposons l'observation ou même l'observance de ce deuil national qui est décrété par les plus hautes autorités du pays. En ce qui concerne l'arrêt des émissions récréatives ou des émissions musicales, on constate que majoritairement, beaucoup de radios ou beaucoup de télévisions n'observent pas cet aspect. C'est vrai aussi que la symbolique échappe à beaucoup. Ceci nous amène encore au civisme, si vous voulez, à la connaissance des symboles qui caractérisent la nation. Vous savez, souvent, même quand l'hymne national est chanté, il y en a qui vaguent à leurs occupations, alors que c'est un moment intense que tout le monde doit observer. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une société tellement liberticide, il y en a qui n'ont cure les symboles de la nation. Qu'à cela ne tienne. C'est une question de responsabilité. En imposant ce deuil national, ça peut créer une situation, en tout cas, de résistance. Pour nous, le deuil national, c'est un moment de grande responsabilité. Qui parle de responsabilité parle de la particularité. C'est à chaque média de se souvenir souvent pendant ces grands moments d'émotion et d'amertume, de se rappeler de ses missions de service public surtout. Malheureusement, on n'a pas expliqué aux citoyens quelle est la signification de ces symboles pour qu'ils les comprennent et qu'ils l'intègrent. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice ultime que celui de la vie. L'appel que nous avons à leur lancer, quand une telle décision est prise sur l'ensemble du territoire national, les médias doivent se conformer à ces moments de douleur qu'une nation a. C'est respecté, mais je pense qu'il faut que la manière de respecter soit uniforme. Les structures de la régulation des médias ont-elles jamais fouiné dans la grande poubelle de l'application, de la non-application d'une loi qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, roule non pas à deux, mais à plusieurs vitesses dans la même République? Qui a dit qu'il faut qu'un pouvoir arrête un pouvoir? Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.